Le secteur des transports occupe une place primordiale dans l'histoire économique du Canada en raison de la vaste étendue de notre territoire. Les occasions et les formidables défis qui se sont présentés au Canada ont été définis dans une large mesure par le développement des réseaux de transport transnationaux et des réseaux multimodaux qui les desservent. En fait, l'aménagement de réseaux de transport ferroviaire, routier et maritime compte parmi les réalisations les plus marquantes du début de l'histoire canadienne. Le secteur des transports était à cette époque important et il est encore plus aujourd'hui. Vu l'état de développement du commerce mondial, ce secteur est donc essentiel à la prospérité future du Canada. En part de la production nationale, le secteur des transports ne se détache pas du lot, mais il offre tout de même une contribution respectable à l'activité économique. À l'heure actuelle, la contribution des transports tourne autour de 4 % du PIB. Fait à noter, la croissance de ce secteur est supérieure à celle d'autres industries et elle a dernièrement atteint un sommet en part du PIB depuis 1997. Dans le secteur des transports, c'est le camionnage qui affiche la plus forte participation au PIB à 29 %. Les activités de soutien à tous les modes de transport se hissent au deuxième rang à 18 %. On trouve ensuite un groupe de catégories dont l'apport s'élève à 10 %. Les voici en ordre décroissant. Le transport aérien, le transport en transit et touristique, le transport ferroviaire, le transport par pipeline, ainsi que les services postaux et de messagerie. Le transport maritime occupe le dernier rang à tout juste 2 %. Le secteur canadien des transports se compare favorablement à ceux d'ailleurs dans le monde. Les résultats de l'évaluation de nos infrastructures comptabilisés dans le rapport sur l'indice mondial de compétitivité produit par le Forum économique mondial placent notre secteur des transports dans le top 20 et aussi dans des catégories de transport particulières. Nous avons cependant perdu du terrain. En effet, nous avons glissé du 11e au 14e rang de 2010 à 2014. Et dans 3 des 4 sous-catégories, soit les infrastructures aériennes, ferroviaires, routières et portuaires, nos résultats ont aussi baissé. Dans l'évaluation de la qualité de nos infrastructures routières, nous occupons le 26e rang, ce qui est loin de notre 14e place en 2010. Ce secteur peine à garder le rythme en raison du climat difficile des hivers canadiens, mais cette situation est préoccupante lorsqu'on considère l'intense activité de camionnage au pays. Nos infrastructures ont aussi chuté dans le classement avec un score de 21 % en 2014. Elles se voient donc exclues du top 20. Il faut reconnaître que l'essor du commerce extérieur mondial n'est pas particulièrement spectaculaire depuis la Grande Récession. Dans ces conditions, l'empressement à maintenir et à améliorer les infrastructures commerciales n'est peut-être pas aussi marqué par rapport aux années passées. Pourtant, l'histoire récente est ponctuée d'épisodes de crise touchant la capacité, notamment le fiasco dans les installations portuaires de la côte ouest en 2004 et la congestion du réseau ferroviaire canadien au début de l'hiver 2014. Dans ces 2 cas, la fiabilité des voies d'approvisionnement était le principal problème. Les pays en pleine croissance approvisionnant le monde en biens et en services ont alors envisagé de se tourner vers des fournisseurs plus fiables à cause du coût exorbitant engendré par de possibles perturbations de l'activité. En ajoutant à cela la demande à venir provenant de marchés émergents sans cesse plus prospères et toute économie dont les capacités de transport sont jugées insuffisantes
risquent d'être laissés pour compte, peu importe la disponibilité de l'offre ou la qualité des produits. Un autre élément doit être pris en compte: la complexité grandissante des réseaux de transport. De plus en plus, les réseaux les plus efficients examinent en détail toutes les facettes du continuum des transports dans la sphère du commerce extérieur, de la fourniture des entrants, de la production des biens et services, de la participation aux chaînes d'approvisionnement, de la livraison, du calibrage et de la numérisation de ces fonctions et du mouvement de personnes générées par les activités commerciales. Ces fonctions sont de plus en plus considérées dans leur ensemble. Pour tout gouvernement, combler les déficits de transport peut se révéler une tâche herculéenne qu'il faut plus que jamais mener à bien avec soin. Tout simplement parce que le secteur des transports apporte une contribution capitale à la compétitivité du pays et à sa capacité de participer au commerce sur un front étendu et diversifié. Toutefois, cette tâche n'incombe pas seulement aux gouvernements nationaux. Les fonds de capitaux privés, désireux de se diversifier et de bonifier les rendements, considèrent depuis longtemps les infrastructures comme une source privilégiée et stable de futurs revenus. Les structures PPP sont utilisées partout. D'ailleurs, compte tenu du rôle de plus en plus prééminent des investisseurs institutionnels sur les marchés financiers après la récession, les chantiers visant le secteur de transport profitent, à tout le moins, de multiples sources de financement. Au bout du compte, la contribution déterminante du transport au développement économique du Canada date d'avant la Confédération. Or, la situation géographique et la topographie du Canada rendent cette contribution nécessaire. Il est inquiétant de voir le Canada à la traîne, mais l'héritage de l'industrie canadienne du transport et sa place toujours enviable permet de croire que nous pouvons tirer notre épingle du jeu. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.